Je me souviens d'Annie, 37 ans, qui était venue consulter pour une dépression qu'elle ne comprenait pas. Rien dans sa vie ne justifiait un tel mal-être. Nous étions là, confrontés à une perception qu'aucun soin d'élimination n'aurait pu apaiser. Elle part donc dans un rêve éveillé dans lequel elle voit une tornade décimer un paysage d'île paradisiaque. Un véritable tsunami. Après son passage, tout est détruit, sa maison n'est plus que ruine, ses enfants errent, hagards, sur une plage où ne subsistent que quelques arbres effeuillés. Désolation, consternation. Elle cherche son mari partout, il a disparu. Elle rebâtit, malgré tout, son lieu de vie aidé de ses enfants. Tous font preuve de courage et d'entraide. 5 ans plus tard, la plage a retrouvé son aspect d'antan, nettoyée de toute trace de tempête. Elle voit arriver à l'horizon la silhouette de son mari. Elle ne fait rien, sourit et attend. Il s'approche et s'assoit en face d'elle. Elle ne dit rien, tout est bien, en place. Dans la réalité, le mari d'Annie avait une liaison et s'apprêtait à quitter sa famille. L'intuition d'Annie lui avait envoyé l'information sous forme de dépression, ce mal-être qu'elle ne comprenait pas et que son inconscient lui, connaissait parfaitement. Dans ce rêve éveillé, le message qui lui est adressé est très clair. Ton beau paysage tranquille va être bouleversé par un tsunami. Tu auras la force de tout reconstruire et ton mari te reviendra au bout de 5 ans. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il est bien évident qu'interpréter un tel rêve n'est pas facile même s'il est simple en apparence. Car Annie a dû attendre des mois avant que son mari prenne la décision de partir et quand la situation s'est réellement présentée, elle avait oublié son rêve éveillé. Le départ de son conjoint l'a replongée dans le désastre de la tornade et même symboliquement prévenue, elle n'a pu faire l'économie d'une intolérable souffrance. Quand elle est revenue me voir, elle était dans un profond désespoir et dans une grande colère vis-à-vis de son époux. Elle venait de vivre la première partie de son scénario se demandant si la fin serait aussi heureuse que celle qu'elle avait vue. En fait, elle était persuadée de projeter son désir du retour de son mari et puis, 5 ans, c'est long, c'est très long. Imaginer toute cette solitude lui était insupportable. Je passe sur les séances qui l'ont accompagnée dans cette turbulence et l'ont aidée à surnager dans la marmite de la sorcière. Le fait est que, quelques années plus tard, alors qu'elle s'était reconstruite une nouvelle vie, son ex-mari a refait irruption. Elle dit, c'était très curieux. Alors que j'avais été si malheureuse, si en colère, tout le chemin parcouru m'a rendue tellement forte et apaisée que son retour m'a été presque indifférent. S'il était revenu ne serait-ce que 2 ans plus tôt, il me semble que j'en aurais été folle de joie, mais maintenant, si je constate malgré tout que je l'aime encore, il a cessé d'être le centre de mon univers, en fait, d'être tout mon univers. Il est là, c'est bien. Il n'est pas là, c'est bien aussi. Ce qui est le plus important pour moi, ce n'est plus lui, c'est moi. Le plus important, c'est moi. Combien de personnes jugent d'un égoïsme infernal cette réflexion, surtout quand l'éducation reçue leur impose de penser d'abord à l'autre plutôt qu'à eux. Égoïsme, voilà bien un terme dont il faut préciser la définition afin d'éviter des confusions. Penser à soi, à son bien-être ou à son bonheur ne veut pas dire ne penser qu'à soi, cela veut simplement dire tenir compte, aussi, de ce qui fait mon bien-être pour être capable de mieux m'occuper de l'autre. Pour utiliser un terme à la mode, je parlerai de protéger nos ressources. Puiser dans la rivière, sans discernement, au risque de la tarir, n'est pas une solution durable. Et si je suis la rivière et que j'accepte d'être vidée, qui pourra me traiter d'égoïste quand je n'aurai plus rien à offrir? Mais bien sûr, nous ne sommes pas une rivière. Nous avons notre libre arbitre, nous pouvons dire stop. Ça suffit, je décide de ne plus rien donner, mais de m'épargner, de me laisser à nouveau remplir par ma source avant de reprendre du service. Eh bien, si nous étions tous comme ça, je n'aurais pas dans mon cabinet des gens en dépression, qui ont été vidés de leur substance vitale parce qu'ils ont confondu, penser à soi avec égoïsme. Des gens dont l'exigence des autres à leur égard n'a pas tenu compte de leurs limites, des gens qui n'ont pas su dire « stop ». Les exemples extrêmes, s'ils ne sont pas une valeur absolue, ont vocation à créer une prise de conscience. Croyez-vous qu'un médecin, envoyé dans un pays du tiers-monde où règne la famine, doit aussi se priver de manger? S'il est en dénutrition, pourra-t-il continuer à exercer son métier et sauver des vies? Le traitera-t-on d'égoïste s'il mange à sa faim pour poursuivre son sacerdoce?
Bien des mères de famille donnent jusqu'à épuisement et plus encore lorsque le père ne joue pas son rôle dans l'éducation des enfants. Combien d'entre eux se trouvent démunis dans cette responsabilité pourtant si déterminante pour le bien-être familial? Donner de soi ne veut pas dire se dépouiller, penser à l'autre ne veut pas dire s'oublier, et offrir est le contraire de se forcer. Pour que la conscience de ce dont j'ai besoin s'harmonise avec le besoin des autres et s'équilibre avec ce que je vais faire pour la satisfaction de tous, il faut être libre des dépendances affectives. Si nous avons peur de ne plus être aimés, d'être trompés, d'être rejetés, d'être abandonnés, alors notre comportement risque d'être celui d'un mendiant de l'amour. Quand ce qui nous meut dans une relation est une peur, nous choisissons celui ou celle qui aura le pouvoir de l'alimenter. Et plus fort nous sommes confrontés à cette réponse, plus forte est la question que nous portons en nous. L'autre est toujours notre réponse et nous souffrons parce que nous ignorons l'étendue de notre question. Devenir conscient de ce mécanisme est un préalable indispensable pour nous réajuster dans notre relation.